Allez, salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Il y a des invités comme ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le réalisateur Hassan Mezine pour parler de son documentaire intitulé Fanon, hier, aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation, Hassan. Bonsoir Fawzi, bonsoir tout le monde. Merci de cette invitation, je suis là avec grand plaisir. Eh bien, écoute, le plaisir est partagé. Alors, je t'invite parce que ton film est projeté récemment à Nanterre et puis dans d'autres endroits dont on parlera tout à l'heure. Alors, tout le monde connaît le psychiatre martiniquais Frantz Fanon, militant anticolonialiste et défenseur de l'indépendance de l'Algérie. Toi qui as consacré tout un documentaire sur lui et son parcours, qui était-il? Alors Frantz Fanon, c'est un Martiniquais avant tout. C'est quelqu'un qui est issu d'une classe moyenne en Martinique et qui grandit un peu comme tout le monde, c'est-à-dire dans le contexte de l'époque, classe moyenne où il vit bien, il n'a pas de problème d'argent, il est dans une famille qui a un statut très correct. Et puis, en même temps, c'est quelqu'un qui est très imprégné des idéaux français de l'époque. Donc, la liberté, l'égalité, la fraternité, toutes ces choses-là dans lesquelles il a grandi, c'est des idéaux auxquels il croit. Et très jeune, il va être révolté quand les Français vont collaborer, notamment l'amiral Robert qui est à la Martinique. Lorsqu'il va collaborer avec Pétain, ça va le révolter. Et c'est là qu'il va décider de se mettre en dissidence et de quitter la Martinique pour aller sur l'île voisine de la Dominique, en attendant de pouvoir s'engager pour aller lutter contre le nazisme. Et c'est quelqu'un qui, très jeune, va se retrouver dans l'armée et va partir lutter contre le racisme, le nazisme en Europe. Et son chemin va être jalonné de découverte du système colonial. Et donc, bien sûr, il en a idée, mais là, il va vraiment le prendre de pleine face et il va voir notamment un peu comment les choses se passent pour les coloniser. Dans ce contexte-là, lui-même va subir le racisme en tant qu'homme noir antillais dans l'armée française. Il va voir un petit peu ce qui se passe chez les autres. Et de là, en fait, son chemin, comme je le disais, va être jalonné de rupture avec le système colonial français. Alors, il va devenir psychiatre. Et là, il va arriver en Algérie. Et très vite, il va se retrouver au cœur de la révolution algérienne, dont il va devenir un éminent membre et un éminent penseur aussi. Alors, Aimé Césaire l'avait qualifié de guerrier silex. Qu'est-ce qui t'a poussé à réaliser un film sur lui? Il y a plusieurs raisons. D'abord, le personnage en lui-même, c'est un personnage qui est très intéressant par déjà sa pensée de psychiatre, le travail qu'il a mis en place en tant que psychiatre sur la question notamment de l'aliénation, son parcours politique, son parcours d'anticolonialiste, son parcours humain, et ce qu'il a apporté, ce qu'il a légué. Et là, c'est aussi une partie qui est très intéressante, c'est que ce film a été fait parce que sa pensée, aujourd'hui, est encore très importante. Elle est énormément d'actualité. Et donc, je pense que c'est tout l'intérêt de parler de Fanon aujourd'hui. Et non pas d'en parler comme juste une personne au passé, d'en faire une biographie toute simple. Il est très actuel. Alors, l'histoire nous a appris plein de choses sur lui. Et d'ailleurs, je tenais à saluer ton travail d'assemblage d'informations. Le documentaire est absolument séduisant, dans le sens où il y a plein de photos d'archives, des vidéos aussi d'archives. On apprend vraiment beaucoup de choses. Est-ce qu'il a été facile pour toi de rassembler toutes ces données, ces photos, ces messages, ces lettres, etc. et ensuite en constituer un documentaire? Alors c'est un travail, bien sûr, c'est un travail de recherche, c'est un travail qui demande du temps, parce que c'est pas un film qui a été fait en 3 semaines, c'est un film qui a été fait sur une période d'environ 3 ans. Oui. Donc c'est récolter des informations, c'est lire, c'est se renseigner un maximum sur le parcours de Fanon, d'essayer de retrouver justement des images, des documents. Alors avec un film qui a été fait avec un budget très, très petit, qui sort un peu de la norme d'un documentaire classique, il a fallu faire beaucoup de recherches, d'écrire, de demander des autorisations. J'ai fait faire des dessins également dans
dans le film, des dessins, des illustrations qui ont permis de pouvoir justement illustrer à moindre frais également. Et voilà, donc ça a été un gros travail, mais bon, je pense que tout travail documentaire, notamment historique, demande un certain temps pour faire de la recherche. Oui. J'aimerais venir te parler du début du documentaire. Tu commences par un extrait du discours de Sarkozy qu'il a tenu en 2007 au Sénégal, à Dakar. Oui, alors cet extrait-là, moi ça me paraissait important. Alors je me suis inspiré du travail d'un rappeur, enfin d'un artiste sénégalais qui avait fait un montage comme ça. Je me souviens plus de son nom là sur le moment, mais ça m'en reviendra. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, on a à la fois ce discours, le fameux discours de Dakar de Sarkozy, qui semble être un discours sorti directement du 19e siècle, sous la 4e République. Et là, on a une réponse de Fanon qui lui répond 60 ans avant. Ouais. Et donc, c'était une manière pour moi, c'est important parce que d'entrée de jeu, dans le film, ça permet de montrer le passé colonial français qui est toujours d'actualité, c'est-à-dire le passé et le présent colonial français. Et de faire cette jonction entre les deux, avec plus de 60 ans qui séparent les deux, et de montrer qu'en fait aujourd'hui, si on a du mal à parler du passé colonial français, c'est que le présent français est toujours colonial. Alors, on passe à l'année 1954, le 1er novembre, c'est le début de la révolution algérienne, la révolution armée. Très vite, Frantz Fanon, qui est déjà résident en Algérie, s'engage en faveur de la révolution algérienne. Ce qu'on va découvrir tout au long du documentaire, c'est que le GPRA va lui confier des missions, ambassadeur à Accra, au Ghana. Il commence à prendre du galon ou c'est parce qu'on voit qu'il est vraiment impliqué? Alors, Fanon n'est pas tout de suite ambassadeur du GPRA, Oui. c'est-à-dire que Fanon arrive, donc il rejoint en effet le FLN dès sa période blidéenne, où à l'hôpital il s'occupe de malades, il fait passer des blessés pour des malades, qu'il entre dans les registres de l'hôpital, il soigne des malades, et bien sûr lorsqu'il va démissionner en fin 56, il va démissionner de son poste de médecin. C'est là qu'il va être expulsé. Il va passer par la France et là il va rejoindre clandestinement la Tunisie, donc aux alentours de mars-avril 1957. Et là il va travailler avec le FLN. Le GPRA n'existe pas encore. Le GPRA est créé en septembre 58 et donc il va faire partie du comité de rédaction de El Moudjahid. Oui. Et donc il va écrire, il va beaucoup travailler sur la question justement sur la question coloniale, et il s'intéresse beaucoup à la question africaine également. Alors aussi, Fanon, il y a une chose, c'est que Fanon a des lacunes, notamment sur la question du mouvement national algérien qu'il ne connaît pas très bien. Et là, il va l'apprendre doucement, mais ce n'est pas son rayon d'action, ce n'est pas son champ d'action. Par contre, la question africaine, il va beaucoup s'y intéresser, et bien sûr, il est très investi autant dans la cause algérienne sous tous les aspects, mais la question africaine l'intéresse également beaucoup. Et c'est pour ça qu'il va déjà se rendre dans les différentes conférences panafricaines qui vont avoir lieu, notamment organisées dès le départ par le Ghana nouvellement indépendant, oui, avec notamment à Accra, le Ghana de Kwame Nkrumah, qui va organiser différentes conférences qui vont avoir lieu. C'est là qu'il va rencontrer justement différents leaders africains. Il va rencontrer Patrice Lumumba, Félix Moumié, il va rencontrer Amilcar Cabral, différentes personnes en fait. Et là, il va y avoir des échanges qui vont être très intenses. Et Fanon est très... en fait, ce qui intéresse beaucoup Fanon, c'est l'unité africaine. Et donc pour lui, oui, créer une unité avec les différents mouvements, que ce soit en Angola et ailleurs, il va beaucoup travailler sur cette question-là. Et puis son rôle en tant que, justement, ambassadeur pour l'Afrique, va être très important parce qu'il connaît bien la question. Et en même temps, il va aussi essayer de faire que tous ces pays nouvellement indépendants ou tous ces mouvements de libération nationale en Afrique soutiennent la lutte algérienne qui, pour lui, est un peu le fer de lance de la lutte africaine du moment, parce qu'il y a vraiment une guerre contre un système colonial et avec une vraie conscience nationale qui s'est mise en place. Et donc, pour lui, être quelque part propagandiste de la libération algérienne, c'est un travail pour la continuité de la lutte africaine.
Et donc il va avoir ce rôle-là qui va très bien tenir et jusqu'à ces derniers jours en fait. Alors on arrive à la maladie, justement, c'est un chapitre que tu consacres, c'est la fameuse leucémie. Et d'après Abdelhamid Mehri que tu as interviewé, il lui a annoncé de manière très froide, voilà, je suis atteint d'une leucémie, point barre. Il l'a pris avec détachement, je dirais. C'était un médecin. Ouais. Donc peut-être parlait-il comme un médecin, il était conscient de sa maladie, conscient du sérieux de sa maladie, et puis en même temps, comme le dit justement Mehri, quand il le trouve en train pour utiliser le terme, il potassait sa maladie, comme disait Abdelhamid Mehri. Et oui, je pense que c'est quelqu'un qui était conscient du risque qu'il avait de mourir, et au point où je pense que ça a été un moment où il s'est un peu empressé de terminer son livre « Les damnés de la Terre » sur lequel il travaillait. C'est ça. Et sachant qu'il était malade, pour lui, il était important de le terminer. Ça revient un peu aussi à ce que tu évoquais juste avant, par rapport au président africain et par rapport au devenir des indépendances africaines, où il avait une grande inquiétude. Lui a beaucoup... il a vu, en fait, de son vivant, il a vu des pays comme le Maroc, la Tunisie, devenir indépendants. Ensuite, il a vu en 1960 des pays comme les pays d'Afrique de l'Ouest devenir indépendants. Et il a vu se mettre en place ces petites bourgeoisies nationales, ces bourgeoisies compradors qui sont devenues les courroies de transmission du néocolonialisme. Et il voyait déjà se mettre en place ces petites élites préparées par la France, notamment en Afrique de l'Ouest et même en Afrique du Nord. Et lui, il avait une grosse inquiétude par rapport à ça. Et son livre, c'est un livre qui est empli de mise en garde pour ne pas tomber dans le piège de à nouveau se retrouver un boulet au pied par un système colonial qui ferait que on a une petite bourgeoisie qui fait qu'on n'a plus besoin d'avoir des colons européens sur place. On a des remplaçants en fait et qui servent les mêmes intérêts des anciennes métropoles coloniales. Donc finalement, il n'a pas été entendu. Il a mal été entendu, il n'a pas été assez entendu, et il a certainement été entendu par des gens qui ne voulaient pas l'entendre. Oui, exactement. Alors, on va y découvrir également qui s'appelait Ibrahim Omar Fanon. Et je vais laisser les auditeurs le loisir d'aller voir le documentaire pour en savoir davantage là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dans ce documentaire. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut retrouver le film éventuellement en ligne ou en salle ? Alors, c'est un film qui est plus tout jeune aujourd'hui, mais qui est toujours d'actualité, qui a 7 ans. En tout cas, il est passionnant. Voilà, donc merci. C'est un film qui a eu un bout de vie, donc qui a voyagé un peu aux quatre coins du monde, sur plusieurs continents, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie également. Et qui cette année a eu l'opportunité de ressortir parce qu'on est dans le centenaire de la naissance de Frantz Fanon, donc Frantz Fanon qui est né le 21 juillet 1925, voilà, et qui est mort le 6 décembre 1961. Donc, à quelques mois de l'indépendance. Voilà, quelques mois, 5-6 mois de l'indépendance, il est décédé, donc il n'a pas vu l'indépendance algérienne. Il est également disponible en ligne sur des plateformes, notamment la fantastique plateforme Cinémutin. D'accord. Où le film on peut le trouver là. Voilà. D'accord, très bien. Mais écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Oui, avec plaisir.